Bonjour tout le monde. On va continuer sur les HTTP Methods. La deuxième partie voilà, du module HTTP. Donc, HTTP Methods, on a trois types, en fait, deux types de méthodes. Il y a le Safe Methods. Les Safe Methods, c'est des méthodes qui sont sécurisées. Ça veut dire que ils sont plus ou moins sécurisés au niveau de contre les attaques, par exemple Get et Hid, c'est juste pour récupérer les informations, non pas comme post et post, par exemple, on poste les informations, donc on peut faire des SQL injections, on peut faire des trucs comme ça. Il y a les idempotent methods. Donc, il y a les idempotent methods. On va regarder de près. On a hid, put, delete, option, trace. La particularité des idempotents résulte doesn't change by using the same request. Le résultat ne dépend pas d'une modification ultérieure dans le résultat. Voilà, il n'y a pas une modification ultérieure dans le résultat. Quand on envoie une modification, par exemple, on fait un put, on fait une modification, le résultat ne sera pas changé en fait au niveau de put avec une modification du résultat par la suite. Euh, une modification des résultats. Donc le résultat ne va pas être changé plus tard. Voilà, et on va détailler en fait les différentes méthodes. Donc vous connaissez en fait la plupart de ces méthodes. Option, c'est communication option available, les options disponibles de communication. On a Get, vous connaissez Get sur l'URL pour avoir des informations et tout ça. Le Hid aussi, c'est pour envoyer, ça ressemble un petit peu à Get, c'est pour avoir des informations. Euh, et Post, Send New Resource. Put pour la modification, Delete pour la suppression. Et un test de remoulage utilisé dans le cas de débogage, trace. C'est comme ça ressemble à trace route, mais trace, on l'utilise pas beaucoup. Mais c'est utilisé pour faire en cas de débogage, pour avoir vraiment une trace de la requête et avoir plus d'informations en cas de débogage. Et Connect, c'est le tunnel de connexion en SSH ou quelque chose comme ça. Donc avec un tunnel sécurisé et tout ça. Là maintenant on a terminé HTTP méthode, c'est rapide parce que il suffit juste de connaître ces méthodes et connaître en fait le principe des idempotentes et safe methods. Euh, voilà sur la partie cookie. Donc cookie c'est une grande partie, vous allez voir, euh, on va avoir il faut plus de on va avoir vraiment il faut du temps pour expliquer tout ça. Vous allez voir, c'est quasi complète. La partie symphonie, on va la laisser à la dernière chose à faire, la partie symphonie. Euh, on va parler de tout ce qui est théorique par rapport aux cookies. Dans les cookies, il y a différents types de cookies. Il y a les sessions cookies. Sessions cookies, c'est ce qu'on appelle in-memory cookie. Et expire when the user close the browser. Donc ça dépend du navigateur. Donc quand l'utilisateur il ferme le browser, automatiquement le cookie
il est expiré. Il y a persistent cookie, donc qui expire par rapport à une date spécifique, après un temps spécifique, une date et un temps, parce qu'il peut être limité par une date ou bien un temps d'utilisation. Et l'information est communiquée à chaque utilisateur regarde une ressource dans le site web qui correspond à un autre site web, le cas de la publicité. L'information est communiquée à chaque fois l'utilisateur regarde une ressource. Persistent cookie, ça veut dire que l'information est communiquée directement à partir du site web. Il communique toutes les informations concernant un autre site web. C'est le cas de la publicité là, sur les sites. Et il y a le tracking cookie. C'est un persistent cookie, c'est un tracking cookie qui permet de traquer la partie publicité et les informations que l'utilisateur regarde sur un site web. Donc on va passer à Secure Cookie. Donc Secure Cookie, c'est cookie en utilisant HTTPS. Voilà, tout simplement ça. Et cookie HTTP only. Donc, comme son nom l'indique, cookie accessible seulement par HTTP, inaccessible euh, euh, depuis le navigateur. Ça veut dire que on ne peut pas le modifier avec JavaScript. Et ça élimine en fait le problème de XSS. Euh, Cross-site scripting, c'est la faille de modification de JS. Alors pour la partie cookie, c'est vulnérable au XST. Cross-site tracing et vulnérable à cross-site request forgery. Pour avoir plus d'informations sur ces deux failles, vous pouvez regarder sur internet. Normalement, c'est des failles par rapport, par exemple, ici, pour être sûr qu'on envoie en fait les informations depuis le site et non pas depuis un autre site. XST aussi, il faut regarder sur internet. Bon, pour plus d'informations. Mais là maintenant, on va aborder juste les termes. Et après, c'est dans la partie sécurité qu'on va aborder tous ces trucs-là. Alors, le HTTP cookie, c'est en ajoutant HTTP only au cookie. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va parler de same site cookie. C'est effectif contre l'attaque CSRF. CSRF, c'est ce qu'on a regardé. Et du coup, vous allez regarder pourquoi. Parce que, en fait, il y a trois attributs qu'on peut utiliser pour le same site cookie. C'est strict quand on ajoute un attribut au cookie qui s'appelle same site est égal strict. Donc, send cookie to a target domain that is the same as the origin domain. Voilà, c'est ça. C'est le truc en fait pour remédier au problème de cross-site request forgery. Ça veut dire que le site d'origine, c'est lui qui envoie au même domaine d'origine. Ça veut dire que on send cookie to the target domain that is the origin of domain. Ça veut dire qu'on ne va pas envoyer les informations à un autre domaine. Ici, il y a l'axe. L'axe cookie with attribute same site l'axe. Send cookie to a target domain that if is different from the origin domain only for safe request. Donc ici, ici on peut envoyer le cookie à une cible domaine qui est différent de l'origine, mais seulement pour le safe request, avec get et read. None, ici, cookie with attribute same site on none. Donc ici, on peut autoriser le third party
à envoyer des informations à un site third party. Donc, en fonction de ces attributs, on peut sélectionner, en fait, être sûr et certain de la cible d'envoi des informations du cookie. Il y a ce qu'on appelle le super cookie. C'est super cookie with the origin top level. Donc, on définit en fait le top level, sagesse.com, .fr, tout ça. Le zombie cookie, c'est stored a hidden place by the web service location. Donc, recrée automatiquement le cookie after the cookie is deleted. Donc, ce zombie cookie, il crée automatiquement en fait le cookie quand il est expiré. Il est caché dans un endroit mis par le web server, mais il est caché. Il n'est pas l'utilisateur ne peut pas savoir où il est. Et à chaque fois le cookie il est expiré, il recrée un nouveau cookie qui va envoyer les informations. Donc ça c'est dangereux un petit peu. C'est utilisé déjà par pas mal de sites, voilà. Euh, Cookie wall, donc cookie wall, c'est informe the user of website, inform the user of websites of the using of the cookie on the website. Donc ça permet en fait d'informer les utilisateurs que le site web il utilise les cookies. Donc là maintenant on va regarder sur la partie Symfony la création des cookies. Donc c'est simple. Sur Symfony, on doit appeler en utilisant HTTP Foundation, cookie et response au niveau de la réponse. Headers, set cookie. On met le cookie create, on crée un cookie. Voilà. On crée un cookie fou avec la barre, avec l'information, le contenu barre. Alors, cette cookie, après il y a get cookie, hein. Il y a pas que cette cookie. Mais c'est très simple en fait l'utilisation des cookies sur Symfony. Après, vous pouvez vous renseigner sur la création des cookies au niveau JavaScript si vous voulez plus d'informations sur le sujet. Mais le plus important pour Symfony, c'est création de cookies, c'est tout simple. On va aborder la partie cookie en détail sur notre formation, pas en HTTP. C'est juste pour avoir une idée de le truc. Aussi pour le caching, donc ça sera abordé à part dans un autre vidéo parce qu'il y a un module qui contient le caching en détail sur du Symfony. Et voilà, on va passer à Content Negotiation après. Merci pour votre suivi. On va revenir sur continuer sur Content Negotiation. Donc, Content Negotiation, ça détermine en fait la spécification, la représentation de la spécification choisie par le serveur. En anglais, Content Negotiation determine how a specific representation is chosen when the resource is called. Ça veut dire que le choix, comment choisir une représentation spécifique quand la ressource est appelée. Ça veut dire quand on fait une requête, bah, on doit envoyer certaines informations qui vont aider le serveur à déterminer le contenu résultat. Alors, le Content Negotiation, représentation se fait avec les HTTP headers, 300 multiple choice, 406 not accepted et 415 unsupported media type, HTTP réponse code by the server. Donc, la négociation de représentation se fait avec HTTP headers. Donc, au niveau de HTTP headers, on met certaines informations et on met aussi voilà, un code qui va donner un code réponse HTTP. Les standards headers. Le standard headers, il y a accept, donc au niveau de standard
headers, il y a accept, accept encoding, accept language. Toutes ces informations, que ce soit l'HTTP headers, ou bien le code de réponse, ou bien accept encoding, ce sont des attributs qu'on envoie avec la requête pour déterminer, pour aider le serveur à choisir la ressource cible. Donc le user agent. Donc user agent identifying the web server sending the request. Ça identifie le browser sending the request. Est-ce que c'est Firefox, Chrome et tout. Donc on va parler de langage détection, c'est accept language, c'est l'attribut accept language. Là maintenant on va passer à la partie Symfony. Pour voir au niveau de Symfony comment on utilise le HTTP client. Donc on va commencer par l'interface HTTP client interface qu'on implémente notamment et avec laquelle on crée des requêtes. Comme vous voyez ici, on va créer le client, on va l'injecter au constructeur client et ce client-là, il va appeler une requête. Donc on aura une réponse, get statut, comme vous savez en fait les différentes informations. Donc c'est le HTTP client interface. Les composants Symfony, donc le composant pour installer, en fait quand on installe Symfony et on va installer chaque composant à part. Donc le composant qui travaille sur le HTTP client, c'est HTTP-client. Normalement, si on fait Symfony rec juste HTTP, ça devrait le faire, je crois. Mais il faut tester. Alors, on va regarder au niveau euh, au niveau Bonjour à tous. Alors, on va terminer en fait la dernière partie de ce module de HTTP. Il y a le HTTP Client Interface. On va commencer par euh, ici sur Symfony HTTP Client. Le HTTP Client Interface, ça permet notamment en fait de créer un client HTTP Client Interface. On l'injecte au niveau du constructeur. Après, on va l'utiliser pour envoyer notre requête et le résultat, ça va être utilisé comme réponse pour avoir les différentes informations. On va passer au composant Symfony. Donc le composant Symfony, vous pouvez en fait le faire avec composant rec Symfony HTTP client. Normalement, c'est juste avec Symfony rec client, composer client, rec HTTP, et ça pourrait le faire. Alors, on va passer à la configuration au niveau de Symfony. Au niveau de Symfony, c'est au niveau de config package framework.yaml et on va voir framework, HTTP client, default option, maximum redirect, ça c'est pour le maximum redirect au niveau de HTTP. Donc on va passer en making request. Donc pour mettre une request, comme on a vu précédemment, c'est au niveau de client request. Donc au niveau de client request, on va mettre get et on va mettre le HTTP et response are always asynchronous. Donc voilà, la réponse c'est asynchrone. Alors voilà, et pour la partie authentification, on pourrait le faire au niveau du fichier .framework.yml. Donc on va mettre le scooped client à exemple API. Donc on va prendre la base URL, URI. Donc la base URI de exemple.com, haute basique de user password. Donc on va utiliser le login password pour l'authentification basique. Et authentification bearer, on va utiliser un token ici. Sinon, pour d'autres raisons. Mais sinon, au niveau de l'application, on pourrait le faire directement client request. On va mettre la méthode, l'URL et l'authentification basique avec l'username en place. Donc, on va passer rapidement à la partie headers. Donc, headers au niveau framework.
Donc, HTTP client headers, on va mettre user agent, accept language, toutes les informations nécessaires, on peut les mettre ici. On peut les mettre au niveau de client request avec un accolade, header, content type et text plain. Donc voilà, après on va travailler sur uploading data. Donc pour uploading data, c'est au niveau de request, on va mettre le body avec les paramètres, ou bien générer un uploaded closure avec une closure, body avec FOPN pour avoir. On peut les mettre sous forme de JSON aussi. Voilà. Donc pour les cookies. Donc les cookies, comme vous savez, c'est en utilisant cookies qu'on a vu précédemment. Donc c'est cookies, HTTP cookies, c'est ce qu'on a vu ici au niveau des cookies, ce qu'on a vu ensemble, euh, l'utilisation au niveau de Symfony, c'est ici. Donc on a mis cette cookie au niveau de headers, create et cookies. Alors, on va passer au redirect. Donc, le redirect, on peut spécifier en fait le request max redirect 0. Normalement, c'est comme on a vu précédemment, on peut les mettre au niveau des frameworks Orionnet. Alors, redirect, il y a le HTTP proxy. It's possible to configure the proxy by adding attribute proxy or not proxy. Progress callback, on progress, ça c'est quand on télécharge quelque chose, on peut mettre un on progress callback au niveau de la request. Donc, CURL support instead of using native PHP string. Donc, on peut utiliser le CURL, c'est plus rapide, hein. Donc, c'est CURL à HTTP client au lieu de native HTTP client. Voilà. Donc, le HTTP 2. Donc, on peut utiliser la version de HTTP 2 au niveau de HTTP client sur le framework PostgreSQL. Processing response. Donc, pour la réponse, quand on envoie une requête, bah, directement le résultat sera affecté à une réponse. Une réponse, comme vous savez, il y a le statut code. On peut avoir le statut code, on peut avoir les headers, on peut avoir le contenu, on peut avoir sous forme de array et toStream aussi. On peut terminer en fait la client, la requête et la réponse, et HTTP info, get info. Toutes ces informations, comme vous voyez ici, vous pouvez les utiliser sur la réponse. Donc le streaming réponse qu'on a vu sur la partie streaming, donc get statut. Donc ici stream. Donc on va faire par exemple stream response as chunk, et on va avoir en fait les résultats. Ici, comme vous voyez ici, le stream, voilà. La réponse get URL, réponse are lazy, this code is executed as soon as headers are received. Donc ici, on regarde si on a 200. Si on n'a pas 200, on va mettre une exception. Et si on a 200, bah, dans ce cas, on va avoir la réponse. On va utiliser en fait la réponse ici pour écrire en fait à partir de la réponse. Voilà. Et pour le canceling response, ça on l'a vu, hein. Handling exception. Donc handling exception when the HTTP statute code of the response is in between 300 599 range, le 300, 400 et les 500, les familles, your code is expected to handle it. If you don't do that, the get header and the get content method throw an appropriate exception, all of which implement HTTP exception interface. Donc ici c'est tout simple. Si la réponse n'est pas dans ces familles, bah, normalement le get content et le get headers et get content vont lever une exception de type HTTP exception interface. Alors concurrent request. Donc pour les concurrent requests, il faut savoir
au fur et à mesure que vous mettez par exemple une requête, ben, il faut regarder les réponses dans un for each pour le premier traitement passé, c'est le dernier traitement qui va être utilisé, ou bien l'inverse, hein. Donc, concurrent request, multiplexing response. Donc, multiplexing response, c'est pour remédier au problème, on peut on peut dire est-ce que la réponse is first, headers of response just arrived, donc is first, ça veut dire le header de la réponse est reçu. Si the full content of response just completed, ça veut dire qu'on a vraiment la totalité des informations. Ou si get content will return a piece of response body that just arrived. Donc voilà de Beacon Folly asynchrone. Dans le code de Beacon Folly asynchrone. Alors, dealing with network timeout. Ça, c'est au niveau de, comme vous savez, c'est timeout, on peut le spécifier au niveau de la requête. Donc, client request avec le timeout. On peut également mettre default socket timeout in de PHP ini. On peut mettre le stream ici, client stream response chunk is timeout. Ici, on va mettre le timeout est à 1,5 et on va dire est-ce que pour traiter le truc, est-ce que response stated for more than, ça veut dire que si la réponse a dépassé le timeout, on peut la traiter ici. Donc voilà, on peut au niveau de stream définir le timeout et utiliser la fonction isTimeout. Donc, dealing with network error, transport exception interface. Donc, si on a envoyé une requête, on a eu une réponse, on a une get headers. On a dit que sur le get headers et get contents, ben, normalement, si on n'a pas une réponse dans les familles 300, 400, 500, ben, automatiquement, ces deux méthodes get headers, get contents vont lever une exception. Et on va catcher pour voir est-ce que c'est un problème de transport de network. Donc on va mettre transport exception interface pour handler si c'est un problème en fait de transport, on peut catcher en fait catcher l'exception ici. Alors ici ça marche. Donc voilà catching HTTP client. Donc HTTP catching et HTTP client, on va utiliser catching HTTP client, voilà, et pour avoir un client request, ça permet en fait d'utiliser le cache. Donc this is won't hit the network if the resource is already in the cache. C'est-à-dire, ça veut dire ici, c'est le client, si la ressource est déjà, ça existe déjà, bah, il va pas regarder en fait le network, mais il va retourner en fait la ressource parce que c'est déjà caché en utilisant catching HTTP client au lieu de HTTP client ou quoi, native HTTP client. On va ici, ça va le storer dans le store. Voilà ici. On va créer un HTTP client, normalement soit au niveau HTTP client interface. Là maintenant vous connaissez les choses, comment ça se passe. HTTP client interface, c'est celui qui crée le client. Ou bien on peut mettre client est égal HTTP client create. Et par la suite, on peut mettre au niveau de cache le client. Donc voilà. La requête qui est créée à partir de HTTP client qu'on va mettre ici avec le store où on va cacher. Alors, le catching, on a dit accept a third argument. Il y a un troisième argument to set the option to HTTP cache of the HTTP cache. Il y a des options, c'est à revoir si vous voulez plus d'informations. Normalement, vous pouvez chercher pour avoir plus d'informations sur les options de HTTP client catching. Le catching HTTP client. Donc les promises comme les JavaScript,
Donc au niveau des promesses, vous allez regarder, c'est tout simple, on va utiliser HTTP plug client au lieu de HTTP client. On va créer create a request, on va utiliser cette request sur send request. On va utiliser then, c'est les promesses, ça permet en fait de faire l'asynchrone. Donc then, on va voir quand après le wait, ce code ça va être exécuté si tout ça marche très bien. Sinon, une exception levée. Donc pour faire le wait, on peut utiliser la méthode wait ici ou bien définir le temps d'attente, on peut le mettre à 1, sinon ça c'est le maximum de temps à attendre pour avoir le résultat, sinon il y aura une exception levée. Voilà, on va passer rapidement au native PHP Stream. Donc, le native PHP Stream, je vous recommande en fait de regarder au niveau de PHP, de ces méthodes en détail. Notamment en fait là, après la création d'une requête et une réponse, on va utiliser la réponse au niveau de stream wrapper create resource. Il y a une deuxième manière d'avoir le stream, c'est réponse to stream. Après, on peut afficher le content de la réponse sous forme d'ici. Sinon, en fait, la réponse, on peut l'avoir en utilisant la ressource createStream et on a getResponse. Pour ces méthodes-là, vous pouvez les regarder en détail sur php.net pour avoir une idée sur la fonctionnalité, qu'est-ce qu'il retourne. Voilà, mais c'est les méthodes pour gérer les streams au niveau de PHP natif. On va passer à la dernière étape et c'est testing PHP client and response. Le test c'est facile, on va créer des réponses sous forme d'un tableau de mock response. Donc on va créer un client avec mock HTTP client et on va injecter en fait les réponses. Et les requêtes, quand on va mettre client avec ce client-là, on va mettre une requête. Le retour, c'est la première réponse au niveau de réponse, le tableau qu'on a créé, le deuxième et ainsi de suite, d'une manière synchronisée et chronologique. Voilà, le cours, ça touche à sa fin en deux parties. Je vous invite de laisser un message, un commentaire si vous avez des questions. Merci de me suivre sur la chaîne pour avoir les dernières nouveautés. Et à la fin de tous les cours, on va essayer en fait de partager ces mind mapping qui vont aider en fait à structurer les informations, avoir vraiment une carte à réviser rapide avant l'examen de la certification. Je vous souhaite très bonne chance à tous et merci.